Et puis, comme promis, notre Zoom nous emmène aujourd'hui dans le Calvados. Nous allons découvrir Honfleur. C'est une ville qui compte 8000 habitants, reliée au Havre par un pont ultramoderne, le pont de Normandie qui enjambe la Seine sur, vous le voyez, plus de 2 km. Honfleur est un port au charme bien particulier qui a attiré de nombreux artistes, et notamment les impressionnistes. Nous allons d'ailleurs les retrouver à la fin de ce reportage. Alors je vous propose de nous engager tout d'abord dans les ruelles de la ville, marquées par l'histoire, avec notamment une ravissante église tout en bois, comme une coque de bateau renversée. Le petit port de Honfleur semble avoir été épargné par la guerre et a gardé tout son calme et sa sérénité. Une balade signée Axel Cariou et Xavier Toby. C'est un moment fugace, presque insaisissable. Plus tout à fait l'aube, pas encore le matin. Ce moment où le vieux bassin s'éveille, où les bateaux retrouvent leurs occupants, où les cafés prennent vie. Cet instant, c'est celui que Jean-Yves Loriot préfère. Natif et habitant d'Honfleur, il savoure chaque jour le bonheur de vivre ici. Il faut voir le quai Sainte-Catherine le matin, les matins de février au lever du soleil. Quand les ardoises sont encore humides, la lumière du soleil se reflète. C'est une lumière extraordinaire. Construction navale, commerce avec les Amériques, du XIIe au XVIIIe siècle, Honfleur n'a cessé de prospérer. Fait exceptionnel en Normandie, la Seconde Guerre mondiale et ses bombes ont épargné la ville. L'église Sainte-Catherine est l'un de ses plus beaux trésors. Chaque poutre, chaque tuile, chaque sculpture est en bois. Cette église a été construite après la guerre de 100 ans par les ouvriers d'un chantier naval qui était prospère à Honfleur, d'où la particularité de la voûte en forme de bateau renversé. Dans la même rue, une autre découverte. Derrière la façade de cette pharmacie se cache le plus petit musée de France, dont Jean-Yves est le fondateur. Si vous voulez bien me suivre pour la visite de ce petit musée. Fin 19e, cette officine était celle des parents d'Alphonse Allais, écrivain connu pour son humour absurde. Au bout d'un escalier tordu, l'ancien laboratoire, 8 mètres carrés, rend hommage à ses élucubrations. À chaque fois qu'il voyait entrer dans l'officine une petite grand-mère un peu myope, il plongeait une éponge dans un liquide rouge, l'agitait sous le nez de la petite grand-mère en disant « Oh, regardez madame ce beau cœur humain que l'hôpital vient de nous livrer ». Comme beaucoup d'artistes, Alphonse avait un grand sens de l'esthétique. Il invente donc les boules Kies noires pour les oreilles des personnes en deuil. Très observateur, il remarque aussi que le drapeau français, les jours sans vent, pend lamentablement, donc il crée de l'amidon bleu, blanc, rouge. Sensible à cet humour, Michel Serrault compte parmi les visiteurs du musée. Amoureux d'Honfleur, c'est dans cette belle propriété sur les hauteurs de la ville que l'acteur passa les 7 dernières années de sa vie. Depuis sa disparition en 2007, les lieux ont bien changé, mais un endroit évoque encore sa présence. La légende dit que quand Michel Serrault se disputait avec sa femme, il montait dans cette tourelle pour se reposer, pour se remettre les idées en place et pouvoir redescendre dans de meilleures conditions. Michel avec Mélina à l'entrée de l'église. Marie-Thérèse était la couturière de Michel Serrault. Son plus beau souvenir, la venue de l'acteur au mariage de sa petite fille. Elle se rappelle de sa bonté, de sa simplicité et de ses facéties, même lorsqu'il était très malade. Ça nous a fait tous sourire. Il me dit « Oh Marie-Thérèse, vous savez, vous allez avoir du travail. Parce que quand je vais me relever, j'ai beaucoup maigri et puis vous allez refaire tous mes pantalons. » Bon, on n'a pas eu la chance qu'il se relève. De la terrasse du vieux Honfleur où il avait ses habitudes, Serrault entendait cette sirène. Bienvenue sur le bateau Jolie France. Depuis près de 18 ans, cet ancien pêcheur emmène les touristes dans l'estuaire de la Seine à la découverte d'un colosse de béton et de métal, le pont de Normandie. Pendant 3 ans, nous avons eu ici le plus grand pont du monde à Auban. Plus de 2 km de long, 214 mètres de hauteur. Passer en dessous, c'est se faire toiser avec majesté. C'est difficile de donner les impressions parce que je crois qu'on reste bouche bée. Et puis on se contente d'ouvrir les yeux et puis d'admirer. On se sent tout petit en pensant à la façon dont il a fallu construire avec des mains d'homme. Moi j'aimerais bien être celui qui va changer la lumière en haut. Allez, en route. Et justement, nous y allons. Nous voici dans les entrailles d'un des pylônes. Élévateur, échelles étroites, grimper jusqu'au sommet demande 3 bons quarts d'heure. Une fois là-haut, même par temps calme, le souffle du vent vous saisit. Le pont peut résister jusqu'à 250 km/h en rafale. L'ennemi principal du pont, c'est le vent.
D'ailleurs, on a fait des maquettes, il y a eu des maquettes qui avaient été fabriquées, qu'on a essayé en soufflerie. Et on a profilé le pont pour qu'il ait un peu la forme d'une aile d'avion. Et en quelque sorte, on peut dire que c'est l'anti-Tacoma, ce pont aux États-Unis qui s'était effondré en se soulevant. Le nôtre, plus il y a du vent, plus il va descendre. Un bijou d'architecture, 1500 ouvriers, 8 ans de travail. Grâce à lui, Honfleur a gagné des touristes et la ville du Havre n'est plus qu'à quelques kilomètres. Malgré tous ces changements, le petit port normand n'a rien perdu de son âme. Toujours ravissant, plein de mâts et de voiles, couronné de collines vertes, entouré de maisons étroites, exactement comme le décrivait en 1836 un certain Victor Hugo. À la une de la presse quotidienne régionale, Ouest France a choisi de titrer sur l'embarras d'Obama à propos des frappes en Syrie. Mais il y a aussi un coup de projecteur sur le festival de Deauville et la présence, non loin de Honfleur, donc de Cate Blanchett. Honfleur n'est pas seulement une destination touristique, c'est aussi un port de pêche où les familles de marins se rassemblent chaque année depuis très longtemps pour faire la fête et célébrer une vraie tradition. Emmanuel Msika et Corinne Figeroux ont vécu quelques jours au rythme de ces marins pêcheurs. Il y en a en haut des mâts, d'autres sur le pont. Ce matin, les marins pêcheurs sont en pleine préparation. Tu me donnes du mou, tu évites de les faire traîner par terre. Plus une trace de poisson à bord, les bateaux ont été briqués. La fête des marins peut commencer. Mon grand-père l'a fait, mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait aussi, mon neveu maintenant. Je pense que c'est vraiment essentiel. Même si la pluie n'a pas fini de tomber. On mettra des cirets, on prendra des parapluies. Nous sommes marins quand même un petit peu. Exceptionnellement, cette année, la sainte des pêcheurs de Honfleur est amenée à bord. La cérémonie sera d'autant plus sacrée. Tout ça peut paraître folklorique, mais pour eux, marins-pêcheurs, cela fait partie de leur vie. Dans tous les ports de France, il y a une fête de la mer. C'est un petit peu pour penser à ceux qui ont disparu, si vous voulez. Alexis part en mer depuis qu'il est né. En 36 ans, il a vu le métier changer. Les quotas de pêche s'étendre, le prix du gasoil augmenter et ses heures de travail s'allonger. La nuit, il pêche de la sole, mais en ce moment, elle n'est pas au rendez-vous. C'est vrai qu'en pleine saison, il n'y a rien pour l'instant. On attend le poisson. Faut aimer le métier, sinon on abandonne. Mon avis, ouais. Quand la nuit n'est pas rentable, personne n'est payé. Mais bon, faut quand même aller essayer tous les jours, on sait jamais. Des fois que ça sera le jackpot. Dans le port de Honfleur, sur les 40 bateaux de pêche qu'il y avait autrefois, il n'en reste plus que 12. Les enfants de pêcheurs ont suivi d'autres voies. Mais dans la famille d'Alexis, on veut encore croire au métier. Ils sont aujourd'hui tous réunis pour 2 jours de festivités. La fête des marins existe depuis 1861. Elle a été créée pour les disparus en mer. Pascal Richard, Madeleine Lecoq, Madeleine Toulon-Couette, Jean-Marie Mohamed, Henri Hollande, Guy Berthelin, Maurice Cauchois et Jacques Lefebvre. C'est pour rendre hommage à tous nos amis disparus en mer. Ils sont nombreux depuis quelques années chez nous. Vous en avez connu qui ont disparu? Beaucoup. Beaucoup. Et qui sont jamais rentrés. J'ai moi-même perdu mon père en mer et c'est quelque chose que je peux pas ne pas faire. Souvent la mer nous renvoie pas les cœurs, donc au moins on a ça. Quels que soient les dangers, quelles que soient les conditions, ils y retournent chaque fois. Et on part le soir, on rentre le matin ou le midi, puis on repart. On va se coucher de 3 heures, puis on repart. C'est ça toute la semaine. Je sais rien faire d'autre. Je fais ça depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours fait ça, enfin voilà. J'ai fait des petites pauses entre deux, si vous voulez, parce que j'avais des bons ouvriers qui géraient le bateau, mais j'y suis revenu, voilà. On y revient toujours, c'est dans le sens. Hein. C'est la vie. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait empêcher Alexis de prendre la mer, rater la bénédiction des bateaux. Elle a lieu 1 fois par an, pendant la fête des marins. Alors à cette période de l'année, les pêcheurs sont tous là pour se faire baptiser.
On part serein, voilà, on est baptisé, c'est une coutume qu'on fait depuis que je suis tout petit. Et quand on le fait pas, en général, ça porte malheur, plus ou moins, on se dit toujours ça. Donc on est très superstitieux dans la marine. À Honfleur, on ne bénit pas seulement les bateaux de marins, on bénit aussi leurs maquettes en bois. Tous ont pris la route d'une petite chapelle située sur les hauteurs de la ville. Les tout petits sont transportés à bord des maquettes. Alexis est passé par là, Raphaël, son fils de 8 ans aussi. Bah, je voudrais montrer ce que moi j'ai connu quand j'étais petit, si vous voulez. On transmet ça de génération en génération. Après, j'espère que ça tiendra pour que lui, il montre ça à ses enfants aussi. Là-haut, une messe les attend. Il paraît que la pluie du matin n'arrête pas les pèlerins. Les pèlerins sont bien là. On a besoin de la religion pour aller en mer. Parce que ça nous protège. Ce ne sont pas des grands causeurs, les pêcheurs, mais leur cœur est là et c'est là l'essentiel. Et nous nous connaissons à travers les différents grands moments de leur existence qu'ils ont à vivre, à travers les baptêmes, les mariages, les communions des enfants, et puis en passant sur le quai, comme ça. Alexis est retourné près du port pour déjeuner. Désormais, les histoires de pêcheurs se racontent en famille. Attendez, la crevette, elle est vivante, il faut qu'elle soit vivante. Il me dit, ah, il me dit, bon allez, il me dit, c'est votre anniversaire, je vous fais une petite fleur. Nous, le samedi, on restait jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi à prendre l'apéro entre pêcheurs. On se racontait des histoires de ce qu'on avait eu dans la semaine. Mais maintenant, c'est plus du tout ça. On fait beaucoup plus d'heures qu'avant, donc dès qu'on a un petit peu de temps, on reste avec notre famille, on retourne à la maison. Il semblerait que les histoires de pêche d'Alexis ont donné des envies. Le petit dernier Raphaël s'y voit déjà. Il sera pêcheur. Et nous ne pouvons pas parler de Honfleur sans évoquer les nombreux artistes qui ont trouvé l'inspiration dans la région, notamment les impressionnistes comme Monet. L'étoile de Boudin ou de Corot ont également admirablement rendu la lumière de la côte normande et le charme du Calvados. Et les peintres sont encore nombreux à poser leur chevalet sur les quais du Petit Port. Emmanuel Msika et Didier Legendre les ont rencontrés. À regarder ce ciel, les habitants d'Honfleur diraient « c'est un ciel à la Boudin ». L'enfant du pays, Eugène Boudin, l'un des pères de l'impressionnisme, en était fou. Il les peignait avec une telle précision qu'on le surnommait le roi des ciels. Impossible de parler d'Honfleur sans parler peinture. La ville a inspiré les plus grands et elle inspire encore. Au début, pour Daniel, ce n'était qu'une passion. Mes parents, ils ne voulaient pas que je sois artiste peintre parce que pour eux, c'était pas un métier. Il a été conseiller, formateur, vendeur de chaussures avant d'être envoyé à Honfleur comme agent d'assurance. La ville a été le déclic. Daniel a ressorti ses pinceaux. En semaine, j'étais en costume cravate, conseiller des clients. Et dès 12h30, à la fermeture du cabinet, je mettais mon jean, une chemise et je prenais mon chevalet pour aller peindre dehors. Et puis un jour, son plombier lui a acheté une toile. Et sa passion est devenue son métier. Daniel est un amoureux des ciels, lui aussi. Pas trop de ciel bleu, un petit peu quand même. Des petits passages nuageux, un peu moutonnés comme ça. Un petit peu de brume, ça va, ça me convient. Bien d'autres avant lui ont su apprécier la lumière de l'estuaire. Monet, Boudin, Yonkin, Courbet, Corot, tous passés par Honfleur. Au XIXe siècle, ils installaient souvent leurs chevalets en plein air sur les hauteurs de la ville, à l'auberge Saint-Siméon. Ils s'installaient là. Et là-bas, un petit peu là aussi. Aujourd'hui, le lieu a bien changé. Mais Xavier, concierge de l'hôtel, se plaît toujours à raconter son histoire. Ils vont trouver ici un accueil, ils vont être coucougnés, comme on dirait maintenant, par la mère Toutain, qui va les materner dans sa petite auberge où elle va les régaler avec les crevettes de l'estuaire, le poulet vallée d'Auge, le maquereau à l'oseille. Plusieurs générations de peintres se sont côtoyés ici de manière informelle. Un critique dans un salon parisien dira « ces peintres avec leurs impressions, ces impressionnistes ». Avec beaucoup de mépris. Aujourd'hui, ça, c'est leur titre de gloire. Au milieu du XIXe siècle, la mode est à l'académisme. Mais ces peintres qui séjournent à Honfleur adoptent une toute autre technique. Un exemple avec ce tableau d'Eugène Boudin. Vous avez au premier plan une vache qui est bien sûr un peu plus dessinée puisqu'elle est au premier plan. Et plus on s'éloigne,
plus... En fait, la vache n'est qu'un prétexte pour poser la couleur. On voit vraiment l'importance de son arrière-train et il n'y a pas un trait de dessin, c'est uniquement des taches de couleur. Mais pour le public de l'époque, cela ressemble surtout à de l'inachevé. Ces marchands lui disaient « mais tu ne dessines pas assez. Ces petites dames sur la plage, elles aiment bien se voir, mais toi, il n'y a pas assez de fini. » Gervaise est née à Honfleur. Pour elle, la peinture a toujours été une évidence. Cette année, elle s'est installée dans l'atelier de la ferme Saint-Siméon. Une façon peut-être de trouver l'inspiration dans ce lieu chargé d'histoire. Bon, là, je suis en train de le gâcher. Hein. Il y a une concentration et puis en même temps, on sent que l'esprit était ailleurs pour répondre aux questions. Donc, bon. Mais c'est drôle aussi. Hein. De temps en temps, elle quitte l'atelier à la recherche de nouveaux défis. Le port du Havre, la nuit, ses lumières. C'est difficile pour nous d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. Tout a été tellement déjà fait. Et puis la nuit, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la lumière. Daniel a bientôt fini son tableau. Une nouvelle impression de l'estuaire d'Honfleur. De temps en temps, quand j'ai une petite baisse de morale, avec mon épouse, on prend le train, on va à Paris, on fait les musées. Et là, ça décuple l'envie de peindre. On va voir ce qu'ont fait les grands, quoi. Je ne parle pas de retrouver ni leur talent ni leur génie, mais au moins le plaisir qu'ils avaient à le faire. Et ça, on peut s'en approcher. On peut s'en approcher. Et c'est la fin de ce joli zoom sur Honfleur. Vous n'oubliez pas dès 18h 7 à 8, présenté par Harry Roselmack. Et je vous retrouve juste après pour le journal de 20h.